Bonsoir Quentin. Bonsoir Emmanuel, bonsoir à tous. Alors ce matin les Russes se sont réveillés avec cette information. À nouveau, on a envie de dire, le pont de Kerch a été attaqué. Oui, cela faisait la une de tous les journaux en Russie ce matin. Le pont de Kerch, déjà attaqué en octobre, a de nouveau été ciblé. On voulait vous montrer d'abord l'état du pont aujourd'hui. Vous voyez la route, littéralement coupée net, en deux, totalement affaissée également. Entre les deux sens de circulation, regardez, un trou béant au-dessus de l'eau. On voit l'eau en bas. On se demande comment le tablier du pont tient encore au vu de ces dégâts. Aucune voiture ne circule dès ce matin et les premiers ouvriers, regardez, commençaient déjà à s'affairer pour réparer la structure au milieu des enquêteurs. Toutes ces images, elles sont relayées en boucle par les médias russes depuis ce matin. Et est-ce qu'on sait précisément ce qui s'est passé ? Eh bien, selon des blogueurs pro-russes, il est 3h05 ce matin lorsque le 145e pilier de la structure, celui au-dessus de la route, explose. Je vous le rappelle que sur ce pont, il y a deux voies routières, une dans chaque sens, ainsi qu'une voie ferrée juste ici. 15 minutes plus tard, à 3h20, deuxième explosion, semble-t-il au même endroit, au niveau du même pilier. On ne sait pas encore laquelle des deux explosions a provoqué l'affaissement de la route, peut-être les deux successives. Très vite, le gouverneur russe de Crimée communique. Le trafic a été interrompu sur le pont de Crimée. Nous sommes dans une situation d'urgence. Le trafic routier et les trains sont immédiatement arrêtés. Et au moment des explosions, plusieurs voitures circulaient dans les deux sens. L'une d'elles, avec à son bord 3 personnes, était toute proche. Selon Moscou, il s'agissait de touristes de Belgorod se rendant sur le lieu de vacances. Vous voyez la voiture. 2 de ces personnes ont perdu la vie. Une 3e personne a été blessée. Est-ce que l'attaque a été revendiquée, Quentin ? Eh bien oui, revendiquée par l'Ukraine seulement quelques heures après l'attaque. C'est assez surprenant. Une source ukrainienne des services de renseignement de Kiev l'affirme. C'est une opération conjointe du SBU, les services de renseignement, et des forces navales ukrainiennes. Une revendication aussi rapide, c'est suffisamment rare pour être souligné. D'habitude, Kiev laisse planer un doute, attendant parfois des mois avant de revendiquer l'opération. C'est ce qu'il s'est passé d'ailleurs pour la première attaque du pont de Crimée en octobre, revendiquée par les Ukrainiens il y a seulement quelques jours. Moscou va plus loin en accusant les Occidentaux d'avoir participé à l'attaque. L'attaque contre le pont de Crimée a été menée par le régime de Kiev avec la participation directe des renseignements américains et britanniques. Notre Maria Zakharova, la porte-parole du ministère des Affaires étrangères russe. Alors, comment Kiev a-t-elle fait ? Eh bien, là encore, c'est la même source ukrainienne qui nous donne le modus operandi. Elle a été menée à l'aide de drones navals. Alors, on le sait, l'armée ukrainienne en utilise beaucoup des drones navals pour cibler des sites maritimes stratégiques. On se souvient de ces images, regardez, d'un engin fonçant sur un navire russe détruit juste avant qu'il n'atteigne sa cible. Et il y a quelques semaines, l'armée russe publiait de nouvelles images de l'un de ces drones. Le voici, a détruit près de Sébastopol. Alors regardez de plus près, cela ressemble en fait à un jet ski transformé en drone kamikaze. Il est téléguidé à distance avec des explosifs à l'intérieur. Les détonateurs, eux, se retrouvent à l'avant de l'engin. Ils sont capables d'être contrôlés à des centaines de mètres, voire à des kilomètres. C'est donc peut-être avec ce type d'engin que les forces ukrainiennes ont attaqué le pont de Crimée cette nuit. Alors, est-ce que le pont de Kerch est une cible stratégique pour les Ukrainiens ? Avant tout, c'est symbolique, Emmanuel. Le pont de Kerch, c'est le bijou de Vladimir Poutine, celui qui marque l'annexion de la Crimée par les Russes. Souvenez-vous de ces images. Regardez Vladimir Poutine au volant lui-même d'un camion lors de l'inauguration du pont en 2018. En décembre, 2 mois après l'attaque du pont, c'est le président russe, encore lui, au volant d'une voiture qui s'était de nouveau déplacé pour assurer à la population que tout fonctionnait comme si de rien n'était. Mais le pont de Crimée est également stratégique. Oui, c'est par cet axe, regardez, que passe une très grande partie du ravitaillement en carburant pour les chars et les blindés russes sur le front au niveau de Kherson. Et une partie des munitions également et des armes passe par cet axe. Pour les Russes, attaquer ce pont de Kerch est donc un symbole fort. Et à la télévision russe, depuis quelques heures, forcément, on ne parle que de ça. L'une des propagandistes en chef demande une réponse à la hauteur du sacrilège. Écoutez.
И если после первого теракта они настолько сильно нас боялись, что даже не брали на себя ответственность, то, поняв, что мы не отвечаем, сегодня они нам в лицо плюют и заявляют: да, это мы, и продолжим действовать так и дальше. Нужен ответ. И дело не в том, что во главе государства комики. Дело в том, что и у нас должны быть и национальные интересы, и чувство собственного достоинства. Мы, в конце концов, великая держава. Мы не должны позволять никакой моське над нами издеваться и уничтожать наших мирных людей. Voilà, créature pathétique, Zelensky appréciera. Merci beaucoup, Quentin, pour ces éléments détaillés. Isabelle Lasserre, on vient de se poser la question. C'est évidemment un endroit symbolique, hein, le pont de Kerch. C'est aussi un endroit stratégique, dans la mesure où il y a du ravitaillement. Qu'est-ce qu'ils ont attaqué la nuit dernière, les Ukrainiens ? Ils ont d'abord attaqué le symbole, qui est un symbole stratégique, mais aussi pour les Ukrainiens. C'est-à-dire à deux reprises. C'est-à-dire si demain le pont de Kerch est complètement détruit ou ne fonctionne plus, de facto, la Crimée occupée est coupée de la Russie. Donc c'est absolument... D'ailleurs, on se demande pourquoi c'est pas un des objectifs absolument plus une priorité. C'est vraiment... Il y a des attaques régulières, mais oui, effectivement... Oui. Et la deuxième chose pour les Ukrainiens, ça permet de rappeler à tous ceux qui, voyant la contre-offensive un petit peu patiner, se disent, bon, à l'automne, si ça continue comme ça, il faudra peut-être faire un peu des concessions parce que les Américains ne tiendront pas, peut-être pas jusqu'au bout, etc. Ça permet de rappeler d'un point de vue ukrainien que non, les choses n'ont pas changé, que la Crimée c'est toujours partie du cœur des objectifs de l'Ukraine. Et à chaque fois qu'on l'oublie un petit peu, il y a des rappels et des pics pour le rappeler. Vous partagez ce point de vue, mon général, c'est-à-dire le fait de poursuivre des attaques en profondeur alors même que sur le terrain, la contre-offensive se poursuit. Mais les frappes dans la profondeur se sont multipliées, hein, et cela en fait partie. Alors, en revanche, si vous voulez, c'est pas seulement symbolique, bien sûr, d'avoir détruit la partie routière, mais la partie importante pour la logistique, c'est la partie ferroviaire, qui, elle, n'a pas été touchée. Alors, bon, on n'est pas sur place pour vérifier, il y a peut-être une fragilité dans la structure qui fait que les trains seront moins lourds, moins importants, etc. On voit les enquêteurs à pied d'œuvre, on sait qu'il y a 25 km de bouchons en ce moment avec beaucoup de touristes qui fuient, ce qui n'est pas inintéressant, on abordera cette question. Oui, mais là, on parle vraiment du pont routier. Je rappelle que la logistique russe, ce sont essentiellement des trains. D'ailleurs, avant l'attaque du 24 février, on avait vu beaucoup de trains qui amenaient du matériel en Crimée avant que ça ne parte vers Zaporijjia puis Kherson, puisque c'était l'axe principal qui avait permis de passer de l'autre côté du Dniepr. Aujourd'hui... Donc peu d'impact pour le ravitaillement. Aujourd'hui, ça a... je répète, sous réserve de vérification, parce que, si vous voulez, une explosion comme ça, ce qui a l'air d'être importante, sur un pilier, ça ne veut pas dire que ça n'ait pas touché le pilier qui est sous le chemin de fer, et que du coup, après étude, on se dit il va falloir qu'on limite le transport ferroviaire. Mais ce que je veux dire, c'est que, comme le disait Isabelle, c'est extrêmement important parce que on frappe vraiment dans la profondeur, c'est au plus loin quasiment qu'on frappe là. Hein. Pour l'instant, il semblerait qu'on ait utilisé des drones maritimes qu'on a déjà vu utiliser. Au passage, il est intéressant de voir qu'il y avait une attaque hier ou avant-hier sur la base de Sébastopol, avec des drones aériens, des drones maritimes, etc. Et qui peuvent apparaître comme une attaque présageant celle-là. Parce que la base de Sébastopol, c'est important, mais c'est pas aussi important que le pont. Et donc, d'avoir fait une attaque préalable là, peut faire concentrer les moyens de défense et apporter moins d'importance sur le pont. Mais je répète, si on veut vraiment... Et ça viendra peut-être, avoir une attaque importante, c'est sur la voie ferrée. Le deuxième point qui est extrêmement important, effectivement, c'est que les Ukrainiens le revendiquent. C'est la première fois que dans la journée, ils le revendiquent. Ça prouve qu'il y a eu un espèce de coming out des forces spéciales et du renseignement ukrainien qui, avant, se gardaient bien de le dire, tout le monde s'en doutait, mais on ne le disait pas, tandis que maintenant, ils le disent tout de suite. Et ceci, 48 heures après que le directeur du renseignement ait annoncé que, bien sûr, il frapperait dans la Russie où il voulait, quand il voulait. Donc c'est quelque chose d'important. Il y a vraiment une notion qui agace beaucoup, on voit les gens sur les plateaux russes, parce que maintenant, les Ukrainiens n'hésitent pas à le dire. Pourquoi une revendication aussi rapide, Mariana Perebenesiuk ? Est-ce que c'est peut-être pour
laver de tout soupçon, et on entendra le conseiller du gouverneur dans un instant, laver de tout soupçon les Américains ou les Occidentaux? Alors, on n'a pas besoin de laver de soupçons les Américains et les Britanniques. En réalité, la propagande russe utilise toujours cette carte de service ou d'autres soutiens américains ou britanniques, tout simplement parce que c'est extrêmement humiliant pour eux de reconnaître qu'ils peuvent être battus par les Ukrainiens. Et pour revenir à l'importance réelle de cette frappe, il faut peut-être revenir en arrière vers le mois d'octobre 2022, quand le pont a été frappé On va revoir ces pour images, la première fois. Très impressionnantes. Il y avait une offensive ukrainienne au nord de la région de Kherson déjà depuis plusieurs semaines dans la région, et une fois que le pont a été touché en octobre 2022, plusieurs semaines après, cela a nécessairement contribué au fait à ce que les forces russes ne pouvaient plus être ravitaillées aussi bien qu'ils devaient être, et ça a nécessairement contribué à la décision de se replier au moins de la rive droite du Dnipro. Donc c'est extrêmement important. Maintenant, c'est vrai, nous ne savons pas quel est l'état exact de la voie ferrée de ces ponts, mais il faut aussi se dire que nous sommes maintenant dans un contexte différent de celui du mois d'octobre, dans la mesure où nous sommes en pleine saison touristique. Oui. Donc il y a plus de population en Crimée. Cette population a également besoin pas seulement des munitions, mais cette population a juste besoin tout simplement même de la nourriture qu'il faut sans cesse acheminer. Il y a beaucoup de mouvements de population également. Tous ces gens-là et toutes ces marchandises-là, avec les convois des ravitaillements, devront passer par le chemin, par le sud de l'Ukraine, par la côte d'Azov, qui, elle, maintenant, est facilement accessible aux tirs ukrainiens. Donc cela complique énormément toute la configuration pour la Russie, si j'ose dire. Je vous fais réagir, Romain Mielcarrec, dans un instant, à ce que dit le conseiller de Pouchiline, qui voit, bien entendu, c'est la rhétorique classique, vous la connaissez, la main de l'OTAN derrière cette attaque. Беспилотные аппараты надводного типа, скорее всего, производство стран НАТО, потому что на Украине производства таких аппаратов нет. Можно отметить, что во время удара по мосту в небе над Черным морем находился американский беспилотный разведывательно-летательный аппарат. Voilà, c'est la rhétorique traditionnelle. Ça ne peut se faire qu'avec l'appui, en quelque sorte, des Américains et des Occidentaux en général. Alors, en fait, c'est compliqué de répondre comme ça. Aujourd'hui, les Ukrainiens bénéficient d'énormément d'appui de la part de leurs partenaires. Pas tellement de l'OTAN en tant que tel, mais de la part des différents pays de manière directe. Donc, ils récupèrent beaucoup de renseignements comme ça. Après, au-delà de ça, les Ukrainiens, en fait, mènent très bien leur guerre sans avoir besoin systématiquement d'avoir soit l'autorisation de Washington, soit un conseiller de Londres qui vient faire le travail. Et quand vous discutez avec des responsables militaires des différents pays qui aident l'Ukraine, ils vous disent tous à quel point les performances des militaires ukrainiens sont impressionnantes. Donc, en fait, c'est pas du tout comme ça que ça fonctionne. Les Ukrainiens mènent leur guerre. Les partenaires de l'Ukraine donnent un maximum d'éléments pour les aider à la mener le mieux possible. Ils les appuient et sur certains points, ils vont fixer des limites, par exemple dans l'utilisation de certains armements précis. Là, une des questions qui va se poser, c'est surtout la reproductibilité de cette attaque. Là, ça a fonctionné. Alors, on va voir combien de temps le pont est affaibli, endommagé, combien de temps il faut pour le réparer. Visiblement, il y a une lacune dans le dispositif défensif des Russes qui semble ne pas être en mesure de protéger ce pont. Il y a une faille. La question, c'est est-ce qu'ils vont réussir à l'adapter, à installer des dispositifs de défense ou pas? Et là, a priori, il y a une vraie difficulté. Pour l'instant, la manière dont ils se défendent contre ces drones maritimes, c'est avec des armements légers. C'est quand même assez aléatoire dans la manière de fonctionner. Si les Ukrainiens ont identifié une vraie faille, ils vont pouvoir renvoyer d'autres armements de ce type-là, probablement durablement impacter le pont et le flux logistique qui passe dessus. Et donc, ça veut dire que derrière, il y a effectivement un axe logistique qui est très directement menacé. Comment fait-on,
général Trinquant, pour protéger un pont qui fait des dizaines de kilomètres. 19 kilomètres. Voilà, on se souvient de ces images de l'attaque par des drones navals de la frégate Ivan Kurs. Là, ils étaient armés pour pouvoir tirer sur ces drones navals qui ressemblent, comme le disait Quentin Bérichel, à des jet skis. Comment on fait pour protéger un édifice de 19 km? Autant la base de Sébastopol est défendable, j'allais dire plus facilement, avec des moyens, autant là, c'est extrêmement difficile d'arriver à défendre une zone de 19 km. En fait, ce qu'il faut, c'est aller chercher vers l'avant. Il faut avoir des moyens maritimes vers l'avant qui vous permettent d'identifier très loin, pour les drones navals, qui vous permettent d'identifier très loin tout ce qui se passe. Et c'est le seul moyen, parce que si sur les 19 km, vous n'allez pas aligner, comme vous le disiez, en fait, ce sont des mitrailleuses genre Gatling gun qui peuvent les détruire. Vous ne pouvez pas les aligner sur le pont, c'est pas possible. Donc, il faut aller chercher assez loin les dispositifs. Donc, il reste, à vos yeux, vulnérable. Tout à l'heure, vous vous étonniez qu'il ne soit pas davantage attaqué d'ailleurs par les Ukrainiens, parce que c'est le fil d'Ariane entre la Russie et les territoires occupés. Il y a quand même, c'est pas évident à attaquer. D'abord parce qu'il y a une grande distance entre les lanceurs, j'allais dire. Vous savez, un drone, il faut qu'il soit piloté. Et piloté dans la mer Noire, il faut qu'il y ait des moyens qu'il pilote. C'est pour ça que quand les Russes disent il y avait un drone américain qui probablement le pilotait, etc., bon, c'est possible. Mais il y a des problèmes de distance pour arriver à le faire, des problèmes d'infiltration du système, et puis ensuite de précision à l'arrivée. C'est pour ça que, si vous voulez, je ne sais pas quel était l'objectif, si l'objectif c'était la voie ferrée ou la voie routière, mais sur deux ponts, sur deux piliers qui doivent être à 5-6 mètres l'un de l'autre, quand vous pilotez ça à partir d'une base qui est à 120 km, c'est pas évident du tout. Hein. Donc il y a probablement de nuit, en plus, je le rappelle. Donc voilà, la défense est très difficile, mais l'attaque n'est pas évidente non plus. Parce qu'on a parlé de l'attaque qui a eu lieu avec le camion. On n'a pas parlé d'une attaque qui avait eu lieu avec un drone également, et qui avait été plutôt un échec sur le pont. Mariana. Je voudrais juste rajouter sur le fait que attaquer pour attaquer peut aussi ne pas servir à grand-chose. Il est toujours important d'attaquer au bon moment, parce que si l'objectif c'est de désorganiser le ravitaillement, il faut que ça soit fait au moment clé. Si on le fait trop tôt, par exemple, l'adversaire aura le temps de se réorganiser, et avec les routes et les voies alternatives. Donc c'est toujours important de le faire quand il... Sauf que la logistique, c'est un flux continu, là. Hein. Si vous voulez, pour alimenter les forces qui sont dans la région de Zaporijjia et du Donetsk, il y a un flux continu. Ça veut dire que vous arrivez à savoir qu'il y a un train toutes les 2 heures ou toutes les 3 heures, quoi. C'est à peu près ça. Mais c'est ce qu'il faut. Mais de toute façon, on voit bien la stratégie ukrainienne en ce moment, c'est les frappes dans la profondeur. Quand vous couperez ce pont-là, et que vous détruirez les stocks logistiques qu'il y a en Crimée ou ailleurs, les canons russes finiront par plus avoir de munitions et les chars de carburant. Donc ça limitera complètement la défense russe. Pardon. Isabelle Lasserre. Non, sur la question des armes occidentales, etc., parce qu'on n'a parlé que du renseignement, mais à Moscou, ils parlent aussi des armes occidentales. Il faut quand même rappeler que les limites qui ont été instaurées et les bridages de certains matériels militaires qui ont été imposés par les Occidentaux concernent la Russie. Mais il n'a jamais été question de ne pas attaquer des cibles. Alors là, les drones navals, c'est probablement des drones de fabrication ukrainienne. Donc là, on voit que même pour la Crimée, ils font attention, parce qu'ils savent comment ça peut être interprété. Mais la Crimée étant ukrainienne, normalement, ce genre de questions ne devrait pas exister. Romain Mialkarek, vous vouliez ajouter quelque chose? Oui, je voulais revenir sur les questions justement d'éléments de langage que l'on peut trouver dans la communication, soit du gouvernement russe, soit des médias qui soutiennent la politique du gouvernement russe. Il y a systématiquement cette figure de sans l'OTAN, ça ne fonctionne pas, et donc ce sont les services de renseignement occidentaux qui sont derrière. Et puis un autre élément qui est important, on est passé un peu rapidement dessus tout à l'heure, mais il y a eu 2 morts, 2 civils tués. Ouais. Et donc là, pareil, on a cette espèce de reprise de discours de l'Ukraine est un État terroriste, il tue nos civils, etc., etc., qui en fait est complètement hallucinant en termes de posture.
Le nombre de victimes civiles dans le conflit depuis l'invasion de février, c'est un peu plus de 9000 personnes qui ont été tuées. Sur ces 9000 personnes tuées, civiles, il y en a 1 millier à peu près dans les territoires qui sont occupés par la Russie. Donc la grande majorité des civils qui sont tués, ce sont bien les Russes qui les tuent. Et en Crimée, il n'y en a eu que 6. Avec les 2 là, ça fait 8. Donc il y a une vraie volonté des Ukrainiens d'éviter au maximum de toucher des civils, y compris dans cette zone où la Russie fait tout pour ramener un maximum de civils, les exposant ainsi à des potentielles explosions ou chutes de missiles. Et des touristes en ce moment, Oui, ce qui est très important. Je voulais rajouter justement là-dessus juste encore une phrase. Cette attaque en pleine saison touristique, où pas mal de Russes viennent passer leurs vacances sur les plages de Crimée, rappelle encore une fois aux Russes, c'est comme les incendies en Russie, les attaques qu'il y a eu lieu contre plusieurs infrastructures en Russie, rappelle aux Russes, vous faites comme si vous ne voyez rien, mais c'est aussi votre guerre et vous êtes aussi concernés. C'est-à-dire ça participe en fait de cet effort pour rendre intranquilles les Russes et pour les forcer à regarder la réalité en face, c'est-à-dire que c'est leur guerre, et donc il y a un moment où ils vont en subir les conséquences. Et ça fonctionne pour l'instant, puisque le taux de réservation apparemment n'a jamais été aussi faible pour une saison estivale dans cette zone. Ça a l'air invraisemblable peut-être pour nos téléspectateurs, mais c'est la Riviera de cette région, la Crimée. Et l'été dernier, on se souvient de beaucoup de touristes russes qui étaient sur place. Il faut dire que c'est une tradition qui est encore soviétique. De manière générale, les Russes aiment beaucoup visiter les territoires occupés par l'Union soviétique précédemment et par la Russie maintenant. Il y a même une sorte de tradition. Une fois qu'on occupe quelque chose, on y va. Même quand on ne peut pas y aller, quand il n'y a pas du tout d'infrastructure, comme par exemple dans les territoires de Caucase qui sont des territoires géorgiens, par exemple. Et en ce qui concerne la Crimée, oui, bien sûr, ils y vont beaucoup. Il y a des informations comme quoi les Russes vont même sur la côte d'Azov ukrainienne. Pour moi, c'est assez inconcevable dans la mesure où ça doit même être miné. Je ne vois pas comment on peut aller passer des vacances près de Mariupol, mais apparemment c'est le cas. Même ce type de tourisme existe. Et encore une fois, c'est quand même un très grand défi pour les autorités russes actuellement, parce que, comme Romain l'a bien dit, la stratégie russe, c'est d'amener beaucoup de civils pour pouvoir les utiliser comme un bouclier humain. Donc, mais en même temps, ça leur rajoute des difficultés parce que il est quand même assez difficile, même avec ce pont, quand il fonctionnait, il est assez difficile d'approvisionner même la péninsule elle-même, même en denrées nécessaires pendant la saison touristique. Mais alors quand l'armée a des besoins accrus, cela rajoute à la complication. Et aujourd'hui, on a des signes comme quoi le Kremlin privilégie avant tout le ravitaillement de l'armée. Pourquoi ? Parce que tout le trafic de camions, il me semble que ça a été annoncé aujourd'hui et ça n'a pas changé depuis, tout le trafic des camions a été dirigé vers le territoire ukrainien, alors qu'on dispose également de... comment on appelle ça, les bateaux là, qui transportent... Oui, des péniches ou des ferries. Alors qu'on a encore le service de ferry. Donc apparemment, le service de ferry vraiment est privilégié vraiment pour continuer le ravitaillement de l'armée. Et les touristes, les civils passeront après. Donc il y a malgré tout une dimension psychologique. Non, vous semblez dubitatif. C'est une certaine logique qu'on privilégie le ravitaillement des armées au moment où on fait la guerre, plutôt que les touristes, ça me paraît aller de soi, mais bon. Oui. Après, c'est leur civil, c'est leur problème, ce qu'ils vont manger. C'est leur civil et ils tentent une normalisation. Et il y a aussi des messages disant allez faire du tourisme en Crimée comme si de rien n'était et comme si la Crimée était naturellement russe. Depuis l'annexion en fait de la Crimée, il y a tout un travail qui est fait pour organiser un maximum d'activités, d'événements, de festivals, par exemple pour les jeunes ou pour les étudiants, auxquels on convie également d'ailleurs des invités étrangers, des étudiants étrangers par exemple. Là où c'est intéressant, c'est que du coup avec cette attaque,
ce qui était utilisé comme un symbole fort avec cette mobilisation de la population russe pour montrer qu'en Crimée tout va bien, la situation est normale, on est en Russie, et ben ça se retourne contre eux parce que ça redevient un défi logistique. Et là, ils se retrouvent dans une situation où en fait, ils sont un petit peu ennuyés avec cette population sur place qu'il faut gérer. La logistique touchée, une autre image très forte de cette journée, c'est ce camion. Pour le coup, là, on est vraiment en général dans la logistique. Je vais vous laisser commenter cette attaque qui est filmée par des Tchétchènes qui sont côté ukrainien et qui, vous le voyez, prennent pour cible ce camion dans la région de Belgorod, hein, précisément, puisqu'on en parlait tout à l'heure, et qui vont... alors, c'est... Je croirais quasiment dans un film hollywoodien avec ces GoPro qui sont attachés sur les casques. Et vous ne le verrez pas, mais le chauffeur a été tué. Image que nous avons vérifiée. Intéressant aussi parce qu'il s'agit encore et toujours de logistique qui est attaquée. Oui, mais la logistique, si vous voulez, quand vous voulez affaiblir une armée, bien sûr, vous allez détruire les chars, les véhicules blindés. Mais si vous coupez tout ce qui est carburant, munitions, bah, vous avez un effet bien plus fort avec une difficulté bien moindre. Simplement, il faut être sur les réseaux logistiques. Donc là, évidemment, couper les réseaux logistiques, ça perturbe considérablement tout le système. Et je rappelle que le dispositif logistique russe, lui, c'est chemin de fer, camion. Donc, le premier point pour les Ukrainiens a été de faire reculer les nœuds entre les voies ferrées et les camions, de façon à augmenter le taux de rotation et donc ralentir le ravitaillement. Et donc, si en plus on attaque les camions après, c'est certain que ça diminue d'autant. Hein. Et ce qui est assez intéressant, alors... Là, l'impact logistique, il ne devrait pas être si conséquent que ça. On est sur un camion, il n'a pas l'air extrêmement chargé. Mais on a une attaque 2 jours de gens qui ne sont pas lourdement armés, qui visiblement ont l'air d'être assez sereins. Pardon, je vous coupe, mais Vladimir Poutine prend la parole en direct. Chef de la région de Kherson, de Krasnodar et de la Crimée. Monsieur Kousnoulin est également connecté. Nous allons parler de la situation autour du pont de Crimée. Comme vous le savez très bien, il y a eu une explosion cette nuit. Des civils sont morts, un enfant est resté orphelin. Je demande à l'administration de la région et également aux représentants de l'administration fédérale de faire le nécessaire pour la prise en charge de la famille. À cause de cet acte terroriste, la chaussée du pont de Crimée a été endommagée, ce qui a suspendu toute connexion. Un certain nombre de structures sont en train d'enquêter cet acte de terrorisme. Je pense qu'il faut dire qu'il s'agit du deuxième acte terroriste et nous avons effectivement parlé des mesures nécessaires à prendre. Une commission spéciale a été créée avec les représentants des régions et de l'administration fédérale. Il est extrêmement important d'abord de rétablir la connexion et après d'aider la population civile, notamment les passagers, les automobilistes qui sont restés coupés de l'approvisionnement. Ainsi, je vous demande d'assurer l'approvisionnement de médicaments, de nourriture en eau. Je vous demande de proposer des routes alternatives pour rétablir la connexion. Et je voudrais savoir également quelle est la possibilité d'ouvrir la voie maritime pour assurer la connexion. Deuxièmement, il est important
d'évaluer les dégâts, les dommages, et je vous demande de me donner les chiffres concrets. Il est important de mobiliser les ressources supplémentaires également. Marat Sultevich, je vous prie de me briefer, s'il vous plaît. Cher Vladimir Vladimirovitch, suite à votre demande, nous avons tenu une réunion matinale pour pouvoir établir l'état des lieux. Je me suis déplacée en personne sur le site et suite à cette évaluation, nous avons établi un rapport. Des deux côtés, nous avons créé des sites de prise en charge des passagers. Nous avons créé un point de déploiement temporaire dédié. Nous menons des actions d'explication et de sensibilisation. Nous avons lancé également une communication maritime par le biais de paquebots. La partie routière n'étant pas affectée, elle est toujours utilisée. La voie plutôt ferrée est non impactée, tandis que la voie routière est abîmée. Pour le moment, toute circulation est suspendue. Il y a une partie qui est endommagée de façon irréversible et l'un des piliers étant endommagé gravement, nous avons mobilisé des plongeurs pour pouvoir évaluer l'étendue des dégâts. Et effectivement, pour l'heure, je peux vous assurer que les piliers principaux ne sont pas endommagés. Je propose donc de mettre en place un périmètre de sécurité. Nous avons prévu de déployer ces travaux jusqu'à 23 heures. Nous allons d'abord faire l'état des lieux, évaluer les dégâts et après nous allons envoyer des voitures et des véhicules pour tester la solidité du pont. Nous pensons que d'ici 1h du matin, nous avons plus d'informations sur la situation. Nous avons mobilisé des spécialistes, des ingénieurs à Rostov. Nous avons mobilisé également les sites d'infrastructure pour pouvoir ramener les éléments de structure vers le pont de Kerch et nous avons envisagé de utiliser les voies routières, la voie routière, l'une des parties le 1er novembre. Et donc, il existe également un certain doute sur le pilier qui se trouve entre la voie ferrée et la partie routière. Nous proposons donc de assurer la communication entre la Crimée et la Russie par d'autres voies alternatives en attendant de récupérer la totalité du pont de Kerch. Nous avons décidé également de créer des points de contrôle
contrôle supplémentaire. Nous avons demandé l'approvisionnement supplémentaire en fuel et en carburant. Une commission gouvernementale va continuer à suivre la situation et nous pensons que nous allons y arriver rapidement. Merci. C'est une très bonne nouvelle. Si nous pouvons tout de même parler de bonnes nouvelles tout court. Mais si les dégâts sont limités, c'est le plus important. Sergei Valeriyevich. Alors voilà, des dégâts limités, mais un peu contradictoires avec ce qui a été dit avant. Et c'est passionnant, parce que ça répond à un certain nombre des questions que vous posiez tout à l'heure. Je trouve extraordinaire l'intervention du président Poutine, qui parle d'actes terroristes et qui ne parle que du problème de la population civile et des touristes. C'est le seul sujet qui l'intéresse. Oui. Il n'y a pas un mot sur les conséquences militaires que pourrait avoir ce sujet-là. Et donc, je pense qu'effectivement, il s'adresse à la population russe en disant, vous voyez bien que les Ukrainiens sont des terroristes et qui vous empêchent de partir en vacances. Alors que c'est bien connu que tout le monde peut aller en vacances en Crimée, puisque c'est la Russie. Donc, je trouve assez extraordinaire le discours qu'il a tenu, en fait, de mon point de vue. Hein. Oui. Alors, Isabelle Lasserre, intéressant, bonne nouvelle. C'est très veut croire Vladimir Poutine. Ce qui s'est passé est tout à fait étrange. Vladimir Poutine, on a l'impression que c'est un porte-parole de la police. L'autre, on a l'impression que c'est un représentant du bâtiment public. On a l'impression le tout diffusé en direct, bien sûr, à la télévision. Soit un accident de la route, soit une petite catastrophe naturelle. Aucune menace, à part le mot terroriste, aucune mention des Ukrainiens, aucune menace contre les Ukrainiens. C'est absolument stupéfiant. Et en plus, là-dessus, Vladimir Poutine, qui tout au long de l'intervention de ce responsable des travaux, prend des notes absolument régulièrement. C'est très étrange, c'est absolument stupéfiant. Je ne sais pas quoi dire. On s'attendait quand même à ce qu'ils disent la réponse sera terrible, nous allons frapper les Ukrainiens jusqu'à ce qu'ils rendent gorge, et puis aussi nous allons attaquer l'OTAN, etc. Absolument aucune mention, un Poutine humanitaire qui s'intéresse à la vie des civils. Ça, c'est comme la première fois que... Au carburant pour les touristes. Au carburant et puis à l'état de la chaussée. Oui. Non, c'est intéressant. Qui dit un enfant sera orphelin ce soir, effectivement. Dernier petit mot là-dessus. Sachant que c'est lui, il y a encore quelques jours, qui encourageait les Russes à partir en vacances là-bas. Donc si ces gens sont morts, c'est parce que lui leur a demandé d'aller là-bas. Juste sur l'exercice de communication en tant que tel, c'est là qu'on voit la limite de cette manière de fonctionner. Quelques-uns de ses plus grands succès en termes de communication, c'était des réunions de ce style-là où il faisait un peu le donneur de bons et de mauvais points à des gens qui se faisaient engueuler, alors que lui n'assumait pas finalement sa responsabilité en tant que chef. Là, il est un peu dans cette même position. On voit que même lui réalise à quel point c'est absurde quand il dit bon, c'est une bonne nouvelle. Enfin, pas tant que ça. Oui,